marché, par exemple, ça peut être important dans un contexte d'insécurité urbaine grandissant. Euh, on peut aussi avoir, avec ces lampes intelligentes, la possibilité de recharger demain des véhicules électriques. Alors, en Afrique, il y a peu de véhicules électriques, mais il y aura de plus en plus de scooters électriques pour améliorer la qualité de l'air ville, comme il y a beaucoup de scooters électriques aujourd'hui dans les villes chinoises, notamment à Shanghai. Et pour ça, il va falloir des infrastructures de recharge. Et bien demain, les lampadaires pourront, c'est le cas ce qu'on appelle des bornes City Charge, devenir des bornes de recharge électrique, non pas additionnelles aux lampadaires, mais intégrées dans le lampadaire. Hein, et donc ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui techniquement viables, parce que ça existe, on le commercialise déjà. Et ça permet aussi, encore une fois, de réduire le coût des infrastructures, hein, parce qu'on utilise la même infrastructure pour plusieurs usages. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et puis, dans un autre domaine, donc Bouygues a mis au point un concept révolutionnaire d'une route qui s'appelle Wattway, qui s'appelle la route solaire, qui permet d'avoir deux usages, une fonction de route classique, hein, où les voitures, les camions peuvent rouler dessus, mais c'est aussi des centrales solaires au sol. Donc c'est exactement le même usage que des centrales solaires classiques, hein, mais sauf que là, comme c'est intégré à la bande de roulement de la route, eh bien on a un double usage. Donc ça, c'est un gros intérêt dans les villes africaines, notamment dans les villages africains, qui n'ont pas forcément ni de route ni de centrale solaire. Et là, avec une seule infrastructure, encore une fois, on arrive à faire les deux en même temps, donc produire l'énergie pour la ville dont elle a besoin, pour ses usines, pour son industrie, pour ses machines, et aussi un usage routier. Donc on utilise en fait la route pour produire de l'énergie. Donc on a quelques chantiers expérimentaux qui ont été lancés en Europe dans un premier temps pour valider le concept. Puis on voit que le modèle de Wattway, il est potentiellement déclinable partout dans le monde, et notamment dans les pays où on manque cruellement d'énergie, c'est-à-dire c'est le cas de l'Afrique, c'est le cas de l'Inde, c'est le cas de aussi beaucoup de régions d'Amérique du Sud et de Chine. Attends, il faut mettre le micro. C'est bon? Ah, d'accord. Pardon. Alors, nous avons une question de Naomi. Pardon? Je lance de Naomi Saglam, les dégâts de Greenflex. Sur le logement, donc, elle dit le groupe a développé des moyens de réduire des coûts de construction. Cependant, un grand nombre de personnes n'a pas accès à l'habitat formel. Le groupe Bouygues a-t-il un programme de logement destiné à la population c'est pas Bob. Bob, avec peu de revenus. Bottom of the pyramid. Lafarge a par exemple un affordable housing programme. Oui. Alors nous aussi on a ça, alors moins connu que celui de Lafarge, mais là aussi on l'a pas encore développé en Afrique. On a aussi, hélas, des populations en Europe qui sont extrêmement, qui sont pauvres, hein, et qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc on a développé aussi un modèle de conception, construction de logements sociaux à ultra bas coût, selon des process industriels de construction pour réduire les coûts, qui pourra peut-être demain être transposé sur d'autres continents, mais pour l'instant on ne l'a pas encore transposé, mais très très proche du modèle de Lafarge, parce qu'il y a une partie autoconstruction présente, hein, et c'est certainement une des voies pour réduire les coûts d'accès au logement pour des logements qui peuvent être à moins de 6 000 euros par logement pour les familles. Ce qui est à peu près les coûts qui sont potentiellement acceptables pour des personnes qui ont des revenus de quelques dollars ou de quelques euros par jour.
Donc ça, c'est un marché colossal parce que c'est un marché de plusieurs centaines de millions de personnes qui sont aujourd'hui mal logées ou pas logées. Et on peut arriver avec ces modèles de constructifs industriels ou semi-industriels en autoconstruction à permettre à ces populations d'accéder à un habitat salubre à des coûts raisonnables. Alors, on a aujourd'hui la volonté d'exporter ce savoir-faire qu'on commence à avoir en Europe, en France en particulier, pour les contextes au Maroc déjà, parce que dans les pays où on est déjà implanté, Maroc, Côte d'Ivoire, et on peut espérer que si ça marche bien au Maroc et en Côte d'Ivoire, on puisse ensuite généraliser ça sur l'ensemble du continent africain, mais on est au tout début, hein, hélas. J'aimerais bien, moi, personnellement, que ça aille plus vite, mais on est au tout début, en fait, du déploiement de ce type de technologie. Alors, une autre question, toujours sur le coût. Qu'en est-il du coût de mise en œuvre des matériaux locaux, surtout en milieu urbain, en rapport au traditionnel béton? Le sable prélevé en périphérie et le ciment produit sur place ne font-ils pas du béton un matériau relativement local? Du coup, est-ce qu'on peut pas... Dans certains cas, oui. 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 Mais là, encore une fois, il n'y a pas de réponse universelle, hein. Ça dépend beaucoup de ce dont on dispose localement, hein. Dans certaines régions africaines, il y a la construction en terre cuite, notamment je pense au Mali, est tout à fait pertinent. Il ne faut surtout pas construire en béton parce qu'il y a une grande réserve de terre de bonne qualité argileuse qui, d'ailleurs, ça fait longtemps, ça fait depuis des siècles, qui construisent de cette manière-là avec d'excellents résultats et dans des coûts tout à fait minimes, parce que la ressource est sur place, elle peut être travaillée sur place. Dans d'autres cas, effectivement, le béton traditionnel, si j'ose dire, dès lors qu'on récupère les matériaux, les cailloux et le sable sur place, eh bien, ça reste extrêmement peu cher, donc compétitif. Mais autant que faire se peut, lorsqu'on a le choix et la possibilité d'éviter le béton, donc éviter le ciment, parce que c'est surtout le ciment qui pose problème au niveau climatique, hein. Il faudra toujours privilégier des matériaux alternatifs au béton, parce que qui dit béton dit ciment et la plupart du temps acier, on sait très bien que le ciment et l'acier sont des matériaux qui sont pas du tout compatibles avec les objectifs de la COP 21. Donc c'est pas des matériaux en tout cas à recommander en première intention. Alors, une question au niveau des ODD. Comment les objectifs de développement durable des Nations Unies s'articulent avec les villes durables en Afrique? Bon. Et avec votre stratégie. Ouais. Les ODD, ce sont des intentions louables, indispensables, qui remplacent les objectifs pour le développement durable qu'il y avait avant. Là, aujourd'hui, il y a les 17 ODD des Nations Unies pour de réduction de la pauvreté. Beaucoup a été fait dans ce domaine-là. On voit bien de l'amélioration sensible de l'espérance de vie partout sur la planète, notamment aussi de la réduction de la mortalité infantile, des femmes mortes en couche, etc. Donc on voit que ces éléments progressent. Bien sûr, ça progresse trop doucement, mais ça progresse. Mais aujourd'hui, le vrai défi, c'est d'accélérer en fait l'atteinte de ces ODD. Et le principal sujet, on en parlait lors de la préparation de ce webinaire, c'est pas au niveau des solutions techniques qu'il faut les trouver. C'est pas la technologie qui va sauver le monde, parce que la technologie aujourd'hui elle existe, elle est franchement très mature. Il n'y a pas de verrou technologique majeur, à part peut-être pour les transports ou les substitutifs aux fossiles pour les transports, notamment le transport aérien, n'existe pas aujourd'hui. Par contre, dans tous les autres domaines, l'habitat, la production de l'énergie électrique, l'alimentation avec les techniques de production alimentaire alternatives, l'agroforesterie, la permaculture, etc. Tout ça, les technologies existent, elles sont parfaitement viables.
Le grand problème aujourd'hui, et en particulier en Afrique, c'est des problèmes de gouvernance. Hein. Il faut quand même pas se leurrer. Hein. Le problème principal, c'est des problèmes de gouvernance, c'est de décision, d'inertie, de non-décision, plus exactement, des problèmes de lobby également, locaux. Donc aujourd'hui, il faut surtout ne pas croire que c'est la technologie ou l'accès à la technologie qui est la solution. Non, ce sont avant tout et majoritairement des problèmes de gouvernance. Alors, question, considérez-vous le développement du microcrédit comme un facteur d'amélioration pleine et durable, soit comme une solution innovante pour un habitat et des villes durables? Et si oui, dans quelle mesure? Et cette question nous est posée par Marco Sati du SIAD. Oui, mais ce monsieur a raison. Le microcrédit est l'une des solutions qui est déjà très utilisée hein, en Afrique hein, et à bon escient. Il faut absolument que les banques traditionnelles s'intéressent plus à cette forme de financement de l'entrepreneuriat local. Moi, je suis très peiné de voir que les grandes banques méprisent ou méconnaissent ce type de financement tout à fait efficace du microcrédit. Aujourd'hui, ce sont souvent des organismes alternatifs qui promeuvent ce genre de financement tout à fait adapté à ces pays-là, où un grand nombre d'habitants ont besoin d'accès à un minimum d'argent pour pouvoir investir dans un business. Donc oui, le microcrédit est l'une des solutions, bien entendu, avec le crowdfunding maintenant. Je pense qu'il y a deux leviers de financement de l'intrapreneuriat et de l'entrepreneuriat local, qui sont le microcrédit et le crowdfunding, avec notamment, encore faut-il pouvoir accéder à des systèmes d'information, mais c'est clair qu'il faut absolument, par tous les moyens, développer le microcrédit. Alors, je pose la question pour Anne. Nous avons eu beaucoup de réactions, remarques, retours et questions autour de l'habitat durable et des possibilités de partenariat avec des organisations africaines ou travaillant sur le sol africain avec Bouygues. Voilà. Donc, qu'en est-il de ces opportunités ou possibilités de partenariat et qu'en est-il donc de toutes ces approches par rapport au logement durable? Je vous redonne la parole. Merci. Alors, pour travailler avec Bouygues, Bouygues ne travaille pas en mode diffus, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut construire sa maison, son logement, son bloc de logement, qui habite dans une ville africaine, il ne peut pas appeler Bouygues et lui demander de construire. Et nous, on ne travaille pas en mode diffus, on travaille avec des États qui sont souvent les aménageurs, des États ou des villes, hein, bien entendu, hein, des donneurs publics à l'échelle des villes. Et ces gens-là sont en charge, nos clients donc, sont en charge de l'aménagement de leur ville. Et nous, on leur propose des solutions intégrées, globales, où on mixe à la fois les réseaux d'eau, les réseaux d'assainissement, la construction de logements bas carbone et la production intégrée d'énergie. Et on propose aussi également notre savoir-faire en matière d'exploitation de ces ouvrages, comme je le disais en introduction de cette conférence, pour que les ouvrages soient ou pluri-utilisateurs pour faire en sorte que ces ouvrages fonctionnent sur des plages horaires les plus importantes possibles. Donc tout ça, nous, on a ce savoir-faire d'aménageur global, constructeur, exploitant, mais le modèle économique de l'entreprise, on a donc des solutions pour adapter tout ce que je viens de vous dire au contexte des villes africaines, donc avec l'utilisation de matériaux locaux, etc., avec une construction extrêmement frugale, tout en ayant des normes sanitaires qui sont bien supérieures à ce qui existe aujourd'hui dans l'habitat traditionnel africain. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de volonté politique de nous confier ce type d'aménagement, de reconstruction des villes sur les villes dans les villes africaines, il ne pourra pas
y avoir de possibilités. Alors, ça commence à venir, hein. Actuellement, on est partenaire de la ville de Casablanca pour la construction du quartier Anfa, où on utilise beaucoup des techniques dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, nous, bien entendu, on est à la disposition de toutes les maîtrises d'ouvrage qui auraient la volonté de changer de paradigme de construction, de passer d'un paradigme de construction traditionnelle ou d'aménagement un peu traditionnel, un peu archaïque et un peu dépassé, basé sur les techniques d'aménagement occidentales qui ne sont pas du tout adaptées, ou qui sont plus adaptées en tout cas. Et aujourd'hui, on a développé donc un concept qu'on nous on appelle chez nous Urban Era, qui est un concept de reconstruction des villes sur les villes en intégrant en fait les principes du développement durable. Ces réponses. Autrement, on nous demandait, est-ce qu'il y a déjà vraiment une ville durable vraiment existante? Et après, donc, après votre réponse, on passera la parole à Samuel. Alors, oui, heureusement. Alors, en Afrique, hélas, il y a des initiatives très ponctuelles, très ciblées, mais l'essentiel des villes durables enfin des quartiers durables qui ont été construits par Bouygues aujourd'hui ne sont pas en Afrique. Alors, à part celui le quartier d'Anfal, qui est le quartier qui est en train de construire en Maroc, qui sera notre première référence africaine. Par contre, on a heureusement d'autres références en Europe, notamment en Suisse, qui sont des références tout à fait intéressantes parce que on a brisé les codes du modèle constructif traditionnel occidental dans ces quartiers. Donc je pense notamment au quartier des Connotes sur la commune de Gland en Suisse, une petite ville, où on a pu démontrer qu'on pouvait construire beaucoup moins cher en ayant des consommations de flux physiques, énergie, eau, chaleur, divisées par 3, 4, par 10 dans certains cas, et notamment aussi des mixités fonctionnelles urbaines qui permettent d'éviter des transports. Donc aujourd'hui, on a ce savoir-faire issu essentiellement de benchmarks des villes nord-européennes qui ont maintenant, eux, plus de 20 ans de retour d'expérience sur la construction et l'aménagement durable et la notion d'utilisation d'écologie industrielle à l'échelle urbaine. Donc, aujourd'hui, le savoir-faire, nous l'avons. Ce qu'il faut maintenant, c'est le déployer le plus vite possible dans les contextes des villes à forte explosion démographique, parce que ce sont ces villes-là qui en ont le plus besoin. Merci Fabrice Bisset. Là maintenant la conférence touche bientôt à sa fin et nous allons donner la parole à Samuel pour conclure. Ok, Joël, merci.